Salut la famille, j'espère que tu vas bien. Si tu tombes sur cette vidéo, sache qu'on va se faire ensemble un petit replay de ce qui s'est passé en stream. On a parlé de l'OM, de la situation actuelle, beaucoup de discussions avec le chat, c'est assez intéressant. Et puis surtout, ça me permet de revenir. Ça faisait quelques jours, j'avais pas fait de vidéo, pas de débrief, pas de preview, ni rien. Faut dire que l'actualité de l'OM est pas la plus joyeuse. Là, on en a profité pour faire un gros tour en live sur tout ce qui s'est passé. J'espère que ça va te faire kiffer. En attendant, oublie pas, abonne-toi, un petit like, un commentaire, tout ce qu'il faut pour bien référencer la vidéo. Sache que c'est une nouvelle chaîne, tu le sais. Donc on essaye de maxer ça. Merci à vous et puis on se retrouve très très vite en stream. Parlons de l'OM, les gars. Voilà, c'est bon, c'est parti. Il y en a marre. On est là, on fait semblant, on a besoin, les gars, même, je pense qu'on a besoin de s'exprimer. On a besoin de discuter pour faire le deuil. Et la mise au vert a été prolongée. Les joueurs de l'OM restent à la commanderie ce soir. Alors là, les gars, moi, les gars, si vous voulez mon avis là-dessus, on commence direct dans le vif du sujet, parce que c'est le truc du jour. La mise au vert. Euh, moi, là, je pense que tout le monde a acté au club que... Alilou de Ferroda. Tout le monde a acté au club que cette saison est terminée. Moi, je pense que c'est ça. Ils peuvent plus les voir. À mon avis, le directeur sportif, le coach peuvent plus voir les joueurs. Les joueurs peuvent plus se voir les autres. Plus personne peut se voir personne. Et là, c'est juste, comme le dit Winnie dans le chat, je pense qu'en gros, ils veulent juste casser les... Ils veulent juste faire chier. En gros, c'est ça. Et ben, ok. Ok, vous avez décidé d'être nul, vous avez décidé de ça, vous avez décidé de ci. Et ben, vous savez quoi? Vous allez rester à la commanderie jusqu'au match. Et la semaine prochaine, pareil. Voilà. Je suis même pas sûr parce que tu sais, il y en a qui vont dire ouais, mais ça sert à quoi de faire ça vu que ça fonctionne pas. Mais je pense qu'il y a même pas de volonté de changer un truc quand tu fais ça. Je pense que enfin, là, c'est juste par pure volonté de faire chier. C'est une vraie théorie. Niveau bac à sable. Un peu, ouais, mais bon. Tout le monde se contente de faire acte de présence et encore. Plus personne n'a envie d'arrêter de les forcer à être H24 ensemble. Non, ils veulent leur casser les couilles, comme dit Mathieu. C'est ma courte qui a demandé ça, non? Ah, je t'avoue que j'ai pas vu cette info-là, mais peut-être que c'est ça aussi. Je suis le seul à trouver cette pratique scandaleuse. Alors, euh, dans quel sens? Parce que des mises au vert, en vrai, c'est un truc qui se fait dans tous les clubs du monde. Maintenant, c'est quoi la limite entre le truc qui est normal, le truc qui est classique, le truc qui se fait, le truc qui est un peu abusif? Oui, c'est sûr que empêcher tes joueurs de voir leur famille 4 soirs par semaine, c'est un peu chaud. D'après Riolo, c'est Francky qui est d'accord pour ça alors que Bay est contre. Ah ouais, d'accord. Donc en plus, il y a une espèce de. On va faire confiance à Daniel Rigolo. On va dire qu'il est vrai. Mais du coup, même cette décision-là, si on comprend bien, même cette décision-là, c'est une espèce de décision où la direction n'est pas vraiment d'accord au final. McCourt, il est d'accord. Il est d'accord avec qui? Avec Benatia qui décide de ça? Si le coach est contre la mise au vert, c'est que le directeur sportif veut qu'il y ait une mise au vert, non? Je pense pas que ça soit McCourt qui est appelé en disant vous me les gardez à la commanderie jusqu'à samedi. Ok, donc c'est encore le. C'est peut-être le prolongement de ce qu'est cette saison et du côté n'importe quoi en fait, du grand n'importe quoi. Cette saison, elle est. T'es parti dans tous les sens sur un niveau de n'importe quoi. Et là, tu conclus ça, même quand c'est terminé, tu conclus ça de la même manière. C'est pas rassurant pour la suite. La suite, on peut en parler aussi. Je sais même pas toutes les dérogations que la LFP peut avoir dans ses conventions collectives par rapport au droit du travail dans ce pays. C'est vrai qu'il y a aussi ça, parce que communiste normal, il soulève un point intéressant dans le sujet. C'est que c'est un travail quand tu es joueur de foot. Donc il y a le droit du travail, il y a des conventions collectives. Mais du coup, eux, dans leur convention collective, il y a un alinéa qui dit que, en gros, si l'employeur le veut et on a envie, le joueur peut dormir au travail toute la semaine. Vous imaginez le truc? Genre toi, là,
tu vas au taf et à 17h, ton boss, il te dit: «Ah, bah, cette semaine, tu vas rester au taf. On va faire une mise au vert jusqu'à jusqu'à ce week-end. Si t'es nul, ça compte plus». J'y crois pas un brin à l'intervention de McCourt. Est-ce qu'il connaît le concept de mise au vert déjà? Ouais, alors ça, c'est un autre débat. Après, peut-être qu'il connaît peut-être pas le sujet, le concept de la mise au vert, mais il sait qu'à la commanderie, il y a des lits et que on s'entraîne là-bas et que du coup, bah, s'ils veulent, s'ils peuvent, ils peuvent forcer les joueurs à dormir là-bas, peu importe comment ils l'appellent. Ils l'appellent pas mise au vert, mais peut-être ils l'appellent put to green ou je sais pas, comme un autre truc, mais peut-être qu'il il connaît le concept de prison. Il a demandé légalement ce qui se rapprochait le plus. Il a dit: les gars, vous me les foutez en prison ou un truc du genre. Ah ok, vas-y, c'est bon. Ça peut être ça, peut-être. Surtout mise au vert à la commanderie, l'enfer. Ma courte est ricain et le droit du travail et la culture travail aux US, MDR. J'ai un collègue qui était à la gare après le match samedi et était à côté de Benatia. Il veut les faire souffrir. Alors, les gars, je sais pas vous, mais ce genre d'infos, j'ai un collègue, j'ai un pote, la voisine, du machin, qui truc, moi je trouve généralement que c'est toujours les infos les plus fiables. Moi, vraiment, si Alilou 944, il me dit j'ai un collègue qui était à la gare après le match samedi, qui était à côté d'un pote, du cousin, qui était en face de Beratia, qui aurait dit au téléphone, en plus j'ai abusé, il a pas dit ça, qui aurait dit au téléphone je veux les faire souffrir, et ben j'y crois. Eh, c'est toujours les meilleures infos. Comme me dit Winit, l'info du chauffeur taxi, c'est toujours top tier, je te jure. À la gare en plus, pas à l'aéroport. Bah, tu vois, il était au téléphone et a dit aussi à quelqu'un tu m'as déçu. Ah ben je pense que beaucoup l'ont déçu, Mehdi. Malheureusement. Malheureusement pour lui. Mais quand t'entends ça, comment ne pas te dire que t'as un espèce de règlement de compte là, comme le dit So. Est-ce que t'es pas voilà. Écoute, en gros, vous voulez me faire là? Vous voulez me faire là? Ah ouais? Il est un peu dans cette dynamique-là en plus, Mehdi, depuis un moment. C'est un peu dans le sens de ce qu'il a fait quand il est sorti après Lorient. Où il dit en gros, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Tu sens qu'il est déçu et qu'il se sent lâché par les joueurs aussi. Tu sais, on dit les joueurs, ils ont lâché le coach. Je pense que lui, il se sent lâché en tant que directeur sportif par les joueurs. Et ça m'étonne pas que dans cet état d'esprit-là, ils se disent, bah écoute, ah ouais, ah c'est comme ça, ah bah tu vas voir, tu vas rester à la commanderie toute la semaine. J'en sais rien, hein, mais ça me paraît pas déconnant. Voilà la phrase. Merci à Lilou et merci au chauffeur de taxi, hein. Tu n'as pas été à la hauteur de mes choix, tu m'as manqué de respect. Attends, mais il était avec Bay ou quoi au téléphone? euh, pour Yari, c'est un monde où il n'y avait personne à l'autre bout du téléphone. Non, quand même. Mehdi, il a de quoi se sentir trahi par les joueurs aussi malgré ses propres erreurs. Non, clairement, bien sûr. Moi, je pense que peu importe ce qu'on pense de lui, de mal, de bien, enfin, plus de mal, hein, globalement, j'ai quand même l'impression. Euh, il y a un côté où, tu vois, on n'est pas content, et puis chacun voit le truc à sa porte, hein. Il y en a ici, ils sont plus pas contents de Zerbi que de Benatia. Il y en a, ils sont plus pas contents de Benatia que de Zerbi. Voilà, chacun voit midi à sa porte, mais dans tous les cas, ça doit pas faire oublier que bah, les joueurs ont aussi une part de responsabilité dans la direction qu'a pris la saison. Quand même. Ils sont pas que nuls. Moi, j'estime qu'ils sont surcotés et pas adaptés pour la plupart. Et enfin, pas adaptés au football, je dirais pas de haut niveau, mais en tout cas, pas adaptés à ce que tu as voulu faire, etc. etc. Mais il y a, enfin, c'est pas normal de, je sais pas, c'est pas normal de se faire rentrer par Nantes et par Lorient en espace de 2 semaines.
Même si les joueurs sont pas au niveau pour être 3e de Ligue 1. Donc, quand tu prends ça en compte, tu dis oui, il a quand même le droit d'être un peu énervé contre les joueurs. Maintenant, la forme et la manière qu'il utilise pour soit les piquer, les remobiliser ou alors juste se venger, après ça, il fait ce qu'il veut. Surtout quand il avait dit en 2024, c'est pas une équipe qui me ressemble pour finir avec cette équipe 2 ans après, c'est dramatique pour lui. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Il y a ce côté où il était, lui et son ego, voilà, sûr de lui. C'est de la merde ce qu'il y avait avant. Moi, j'ai remis le club à sa place pour au final partir dans une situation qui sera limite un peu similaire. Non, bah, je sais pas si la situation est pire que quand il arrive. Je sais pas. Je pense pas quand même. En vrai, si on est objectif, je sais qu'il y en a qui diront non, la situation elle est pire, tout ce que tu veux. Mais si tu finis par être en Europa League ou en conférence, t'es quand même en Europe, t'y étais pas. Euh, je pense que la situation est quand même pas, est quand même moins pire que quand il est arrivé. Mais bon, c'est pas ce qu'il avait promis. Salut Isoka. Il a monté un groupe de c'est lui le fautif. Alors, je dis pas qu'il est pas fautif, hein. J'ai juste que ça doit, même si on le critique, ça doit pas faire oublier l'importance des joueurs là-dedans. Tu vois. Pour moi, les joueurs sont les premiers incriminés. Je suis d'accord. Économiquement, c'est pire. Qu'est-ce que ça veut dire économiquement pire? En vrai, Sifax, c'est une bonne question parce que tu peux te dire, McCourt, il a pas envie, il projette pas de faire un exercice à moins 100 millions comme en 2024-2025. Donc, est-ce que avoir l'Europe, c'est vraiment mieux au niveau de ce que ça peut te permettre de faire financièrement? Maintenant, il y a peut-être moins de valeur marchande au moment où il arrive. Après, ça a été lui aussi sa force de savoir bien vendre pour reacheter. Après, acheter bien ou mal, ça, chacun se fait son avis. Mais il a su aussi bien vendre ce qu'il y avait dans l'effectif pour pouvoir travailler. Et moi, ce que je comprends pas chez les joueurs, c'est de complètement lâcher son entraîneur. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus rien, c'est une honte. Un peu de respect envers eux-mêmes, mais aussi pour les supporters. Dans tous les clubs, ça arrive. Je ne parle pas que de l'OM. Ouais, non, ouais, non, mais t'as raison. Après, il y a aussi le comportement humain du mec qui vient pour un entraîneur, il vient pour un projet. Le projet, il ressemble plus à ce qui devait ressembler, ce à quoi il devait ressembler. Donc, c'est normal qu'inconsciemment, les joueurs soient moins bien, moins motivés, tout ce que tu veux. Maintenant, jusque-là, je sais pas si c'est normal. Et je sais pas, enfin, c'est pas normal, mais je veux dire, tu peux aussi un peu comprendre la démotivation de certains. Surtout que la plupart, tant mieux d'un côté, on est d'accord ou pas, tant mieux si t'en as 60% qui veulent pas être là l'année prochaine et qui sont déjà partis dans leur tête. Parce que ça va te faciliter le renouvellement et le nettoyage. Parce que, est-ce que c'est pas encore pire si t'as un espèce de groupe de joueurs qui sont plus au niveau, qui ont un gros salaire, qui ont un contrat qui va les emmener jusqu'à encore quelques années à l'OM et qui en plus se contentent de ça et veulent bien rester? Est-ce que c'est pas pire, tu vois? Je sais pas. Comme on dit, une crise qui dure depuis si longtemps, c'est plus une crise, mais un système qui va mal. Après, je sais pas si c'est le système, parce qu'il y a des choses qui ont changé quand même. Mais oui, comme ce que tu avais sur la fin de l'ère Zubi. Ouais, c'était un peu ça, hein, en vrai. Sur la saison 2000, 2018-2019. Ça fait penser un peu à ça, même si c'est pire, parce que tu termines. Saison 2018-2019, tu t'es pas en Europe non plus, hein, après en 2019-2020. Donc, même ça, tu vois, c'était. Non, si, mais si, je suis un bête. Je suis bête. T'es en. Tu finis 5e. Tu finis 5e 2018-2019. Ça. Ouais, le parallèle, il peut se faire. Le parallèle, il peut se faire. En vrai. C'est vrai que.
C'est un peu, tu vois, la fin d'une ère. Putain, mais on finit cinquième. Mais comment ça se fait qu'on ne fait pas deux Coupes d'Europe en 2019-2020? Parce qu'avec. Ouais. Il s'est passé quoi? On avait été exclus ou... Comment t'es cinquième, tu vas pas en Coupe d'Europe? Il n'y avait pas la Conférence League à l'époque. Et ah ouais, mais c'est ça, il n'y avait pas la conférence. Et le quatrième était allé en Europa League. Et du coup, le vainqueur de la Coupe de France. Et c'est Rennes. Ah bah oui, c'est Rennes qui était allé en Coupe d'Europe du coup. Parce que c'était Rennes qui avait gagné la Coupe de France. Le PSG avait pas gagné. Ouais, c'est Rennes, je me rappelle, j'y étais au match. Rennes avait gagné la Coupe de France contre le PSG au tir au but. Vous vous rappelez pas de Koubek? De Mbappé qui prend son rouge après avoir mis un chassé de fou. Je me rappelle, il était juste devant moi. Je l'ai vu arriver avec sa semelle en avant. Je me suis dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, est-ce que la cinquième place de la saison 2018-2019, c'est pas un peu comparable à ce qui se fait là? Ouais, en vrai, ouais. En vrai, c'est un peu. Ça peut se comparer, ouais. Je l'avais pas vu comme ça. Avec le côté fin de cycle. T'as Garcia qui se barre aussi. Ouais, en vrai. Hmm. Mais il avait fini. Il a fini la saison quand même. 19 défaites TCC. Et là, on est à 22. Après, il y a eu plus de matchs, je crois. Non, 20. 18 victoires, 8 nuls, 20 défaites sur cette saison-là. Tu sors contre Andrézieux la même saison. Il y avait la Coupe de la Ligue à l'époque aussi encore. T'avais perdu contre Strasbourg. Oh là là. Cette saison, c'est vrai qu'elle était assez catastrophique, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Nkunku tire son péno au-dessus. Ouais. Vous avez une bonne mémoire, les gars, cette saison-là. Donc, ouais, on est un peu on est sur cette espèce de fin de cycle. Euh, Après, il y a aussi la grille salariale qui va. Parce que je vois Rafik dans le chat qui envoie le top 10 des plus gros salaires. Ça pour l'année prochaine, ça va être un bel élément parce que mon Pavard sera plus là. Tu vois, Højbjerg, c'est cette espèce de trio qui ne peut ou ne va même pas rester. Aubameyang, c'est pareil, hein. Il a beaucoup trop joué cette saison, on l'a vu. Du coup, on veut pas qu'il rejoue autant l'année prochaine. Et s'il rejoue autant l'année prochaine, s'il rejoue pas autant l'année prochaine, il ne mérite pas ce salaire. Voilà, Paixão, ça s'entend un peu plus. Balerdi, en plus, t'arrives au bout d'un truc. Peut-être c'est le moment de vendre. Medina, ça peut se comprendre. Timber qui vient d'arriver aussi. Traoré. Quel Traoré? Traoré qui peut jouer 2 matchs par mois. Et jamais il doit avoir ce salaire-là. Rouli, n'en parlons plus. Enfin, oh, oh, oh. Il y a quand même. Il y a quand même. Et là, on a que les 10. On a que le top 10. Hein. Oh. Enfin, bref. Mais du coup, ouais. Du coup, la fin de la saison. Est-ce que, moi, je me pose la question. Est-ce que est-ce qu'il y a une vraie ambition sur la fin de la saison? Parce que là, c'est ce que je disais avant avec la mise au vert. On est dans un délire où, vas-y, la saison, elle est tellement pliée que peut-être que niveau dirigeant, on est dans une délire de vengeance plus que dans une optique de se remettre dedans. Parce que mathématiquement, Rennes est à 3 points. Après, il y a des matchs. Rennes joue le PFC et l'OM à domicile. Donc oui, tu te dis que si tu reviens sur un Rennes qui perd contre le PFC, tu as une finale à domicile, donc tu peux doubler Rennes. Tu peux aussi doubler Monaco. Lille, à mon avis, c'est mort. 5 points, c'est impossible. Mais du coup, tu as peut-être cette cinquième ou sixième place possible mathématiquement, les gars. Voilà. C'est pour ça que j'ouvre le débat. Je dis pas qu'il faut y croire, tout ce que tu veux, etc. Mais merci Younes pour le prime. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pas vraiment. Il n'y a pas un monde où Nice gagne la Coupe de France. On sera européen quoi qu'il arrive. En plus, oui. Mais bon, c'est quoi? Européen en conférence, européen Europa League. Et ça, il y a une grosse différence. C'est quoi ton scénario sur la dernière journée? Attitude des COP moi, je pense. C'est une bonne question, Rafik. Attends, je vais réfléchir à ça. C'est fini. Si vraiment il voulait attendre une qualif, il aurait fallu un changement de coach. Là, moi, je sais pas.
Parce que, ouais, moi aussi, j'aurais bien voulu qu'il parte, mais euh, ouais, j'ai l'impression que tu te dis, bon, il est là, on finit la saison avec lui, on a peut-être cette clause qui nous permet de nous séparer de lui s'il n'est pas sur le podium. On va attendre gentiment ça et on va pas commencer à le virer, à lui payer des indemnités alors qu'on est proche de la fin. Il y a peut-être ça aussi. Vaut mieux aller en conférence en tant que neutre. Je vois bien l'OM faire un parcours en conférence. C'est quelles places qui sont qualificatives? Les conférences Europa. Alors, petit rappel, merci communiste normal de demander ce rappel-là. Là, à date, c'est le cinquième et le quatrième qui. Le quatrième, il va en barrage de Ligue des Champions. Du coup, il peut se retrouver en Europa. Le cinquième, c'est Europa. Le sixième, c'est conférence. Et le vainqueur de la Coupe de France, c'est Europa. Du coup, si le vainqueur s'élance, le sixième, c'est Europa. Le septième, c'est conférence. Si c'est Nice, ça bouge pas. Et c'est Nice qui, du coup, ira en Coupe en Europa, vu qu'ils sont, ils sont bons en. Ils sont bons là, enfin à chaque fois qu'ils ont fait l'Europa, en tout cas cette saison quand ils ont joué l'Europa League, ça s'est très bien passé, donc y a pas de raison qu'ils y retournent pas. L'année dernière aussi d'ailleurs. Donc voilà comment ça se passe. Du coup, sachant que cette sixième place peut être qualificative pour l'Europa, est-ce que ça peut pas être intéressant de se battre pour ça? Je pense que dans tous les cas, oui, faut terminer le mieux possible et finir avec 6 points et si tu le peux, mais bon, ça sera compliqué. Mais et si Lens gagne la septième place, c'est pas conférence directe, mais tour préliminaire. Oui, c'est un tour préliminaire pour la conférence la conférence League, et pas une qualification directe. Car c'est Lens d'ailleurs eux-mêmes, non, qui se sont fait éliminer de ce tour préliminaire il y a 2 ans. Dites-moi si je me trompe. Donc du coup, est-ce que l'enjeu, il n'y a pas un enjeu? Affleux, il a dit, tu peux dépasser Rennes vu les 2 derniers matchs. Bah ouais, parce que Rennes, ils jouent contre le Paris FC, qui est une équipe qui est plus que sérieuse. Ils peuvent, je sais pas moi, allez, on va dire, perdre un point. Voilà. Enfin, prendre un point. Toi, si tu gagnes, tu reviens à un point. Et du coup, si tu regagnes et tu joues contre eux, tu as ton destin entre tes mains. Donc, tu as cette possibilité d'être sixième. Donc, il y a un enjeu. Qu'on soit tous énervés ou pas, il y a un enjeu. Mais, alors, on est d'accord que ça va être très, très, très compliqué. Enfin, Catchens, merci pour le prime. Ça va être très, 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 très compliqué, voire même Lille, quand je vois le calendrier de Lille aussi. Lille, il joue à Monaco et il reçoit Auxerre, qui va se battre pour le maintien. Oui, mathématiquement, tu peux aussi. Mais c'est que mathématiques. Voilà, c'est mathématique, oui, oui. C'est pas le reste. Le reste, on voit après. Mais à part Lyon, tout le monde est rattrapable. Et le gros problème de la théorie, c'est si tu gagnes. Je suis d'accord avec toi, Nugne. Mais je suis là juste pour donner l'aspect mathématique de la chose. Moi, j'y crois. Si tu veux mon avis, j'y crois zéro. Je suis même pas sûr que tu gagnes au Havre. Le Havre, ils vont te mettre une pression. Ils vont jouer le main. Ils vont aller chercher ce point qui est important pour eux, pour ce maintien, qui est pas encore assuré, vu que Nice et Auxerre, bon, ils se jouent. Mais par exemple, si c'est Auxerre qui gagne avec Nice qui joue Metz à la dernière journée, le Havre il commence à avoir chaud. Parce que du coup, ça fait 31, 31, 32 si tu gagnes. Donc cette équipe du Havre, ils vont tellement se tuer pour assurer ce maintien à domicile que j'y crois pas du tout. Vraiment. J'y crois pas du tout. Et à domicile contre Rennes, ironiquement, je me dis que c'est possible d'aller chercher un résultat. Et le pire, c'est que tu peux être tête sixième en ne prenant que 3 points. Hein. T'as Monaco qui joue Lille et qui joue Strasbourg. T'as Rennes qui joue le Paris FC et toi. Donc c'est ça le pire. Enfin bref. On verra comment ça se passe. Moi, j'y crois pas parce que, en fait, le visage que tu as montré fait que, en fait, j'ai l'impression que là, sur les matchs à l'extérieur, tu ressembleras jamais à rien. À Lorient, à Nantes, c'était un peu le même visage, je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais dans le sens où tu as l'impression qu'il y a personne qui voulait y aller, qui voulait se faire mal. Euh, les efforts, collectivement, ça ressemble pas à grand chose. T'as une somme d'individualités qui sont en plus même pas au niveau. J'ai l'impression qu'à l'extérieur, il peut rien, il peut pas y avoir de prise de conscience. Donc, comprendre à domicile peut-être, mais alors à domicile, dernier match, situation catastrophique contre Rennes,
Bah, ça peut être aussi. C'est même pas, tu vois, c'est même pas dit que tu ressembles plus à une équipe pendant ce match. Et il y a un monde où tu finis 8ème, si Strasbourg fait 9 sur 9. Et que toi, tu prends max 1 point. Bon, on verra, mais oui. euh, ça me paraît dur, mais bon. Enfin bref, au-delà de ça, vas-y, ça c'est le ouais, moi je sens pas. Comme dit le mousseux des Oliviers, on n'arrive pas à aligner 3 passes contenantes 17ème, je préfère pas imaginer qu'on traîne. Une lucarne de 35 mecs de Rongier, on connaît l'histoire. Oui, bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Mais bon, là on parle vraiment mathématiques. Là, c'est la question que je voulais poser. Je vois dans le chat, il y en a qui posent la question. T'en penses quoi de la conférence? Bah, autant l'Europa League, c'est hyper intéressant. T'as Lyon cette saison. Il y a un article qui est sorti il y a pas longtemps. Ils ont pris un vrai bon billet en jouant l'Europa League Lyon. Ils ont pris un billet qui est pas si éloigné de ça, de celui que toi t'as pris en Ligue des Champions en te faisant humilier et en sortant à la 25e place sur 36 équipes. Oui, c'est ça, je crois. Donc, du coup, même financièrement, l'Europa League, c'est intéressant. C'est une Europa League où tu fais un beau parcours. T'as en plus, t'en es loin parce qu'il y a beaucoup de boulot. Mais si tu te remets la tête à l'endroit et que t'as un bon projet pour la saison prochaine, c'est une compétition où tu peux bien figurer en plus. On est d'accord. Donc l'Europa League, moi limite je peux me hype et pas être trop déçu. Je trouve que quand t'es Marseillais, le truc qui est un peu plus chiant, le truc qui est relou de pas être en Ligue des Champions, c'est que c'est une autre équipe qui va y être. Voilà. C'est surtout ça en vrai. C'est qu'il y aura une autre équipe de Ligue 1 qui va y être et pas toi, et que eux, peut-être qu'avec l'argent qu'ils ont en plus, ils vont mieux bosser que toi. Donc c'est surtout pour ça. Mais pour toi, limite, aller en Europa League, être dans une compétition qui est un peu plus à ta portée, eh ben tant mieux. Par contre, l'OL qui bosse bien et qui en plus va avoir les sous de la Ligue des Champions, ça c'est plus mauvais pour l'OM si tu parles de dans une si t'es concurrence, si t'es dans la concurrence. Voilà. Alors ça c'est du coup merci à So. Ça c'est les clubs potentiels en Europa League. Après, nous on n'y est pas dedans. Mais du coup, si on n'y est pas, tu peux penser que ceux qui y sont, pardon, eux aussi, ils y seront pas. Si toi t'y es, enfin, voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les clubs qualifiés, on aura le temps de voir venir, mais t'as des beaux clubs, t'as des belles rencontres, mais t'as pas de clubs top tiers, si ce n'est potentiellement les clubs italiens, à voir qui finira en Europa League là-bas, si c'est la Roma. En Espagne, si c'est la Sociedad et Celta Vigo, c'est mieux que si c'est Bilbao et l'Atlético. Hein. Il y a des années où ça peut être l'Atlético. Donc la Roma, ils peuvent aller en Ligue des Champions en plus. Salut mon ami Kingolas. Putain, il y a Kingolas dans le chat au moment où on parle d'Europe, de Lyon qui va aller en Ligue des Champions. Donc du coup, moi, l'Europa League, potentiellement saison prochaine, ça me hype de fou. Maintenant, la conférence, la flemme de fou. Pourquoi? Bah déjà financièrement c'est pas tant intéressant. Du coup dans une réflexion où est-ce que ça vaut le coup d'aller se rajouter ces matchs en plus euh, ou et au final avoir une opportunité de plus d'être ridicule parce que je vois le truc venir, Conférence League, tu joues Victoria Pleasant, tu perds là-bas, toute la France se fout de ta gueule et t'as pas eu beaucoup d'argent. À ce rythme-là, et en plus t'es fatigué. À ce rythme-là, laisse-moi faire ma saison sans Coupe d'Europe, même si c'est chiant. Et rajoute à ça que du coup, c'est une compétition où tu as Slovan Liberec, comme dit Caio, des équipes, en veux-tu, en voilà. Et par contre, potentiellement, si tu veux la gagner, il faut quand même battre Chelsea. Donc en gros, mission impossible. Moi, je vois aucun. Vraiment, quand tu vois tout ça, je me dis, ouais, c'est bien la Conference League, mais. Waouh! Merci, Ariles.
On se comprend ou pas? Tu vas jouer contre l'équipe de Podolski, c'est vrai qu'ils sont qualifiés du coup. Si Strasbourg la prend cette année, tu passes après eux. Ouais, Strasbourg était capable de la gagner et pas l'OM. Oh la honte. Enfin, non, 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 non. Donc, moi, la conférence, ça me dit rien. Maintenant, si on y est, on va la vivre et voilà. Après, est-ce qu'on va être condamné à la boucle une saison chiante sans Europe et l'année d'après Ligue des Champions pour être ridicule et tout exploser? Peut-être, mais en tout cas, même, tu vois, si tu te positionnes dans la, dans la construction de l'effectif, du club, tu vois, la progression du club, etc., l'Europa League, c'est aussi une bonne manière d'être européen, d'être vu, d'être visible par les joueurs, de augmenter le coefficient UEFA, même si ça sert à rien maintenant, au vu des tirages au sort en Ligue des Champions et tout, il n'y a plus trop d'intérêt. Mais tu vas construire un peu reconstruire ta légende moderne dans une compétition qui est plus à ta portée. Sans être à ta portée, hein, mais plus à ta portée. Donc moi, l'Europa League, je valide. Et même si... Le problème, c'est que si t'es fort et que tu bosses bien, t'y es pas l'année d'après. Mais si tu me dis on est tous les ans en Europa League, ça me va bien. Il y a une équipe dans le dernier chapeau. Tu le vois bien venir, la défaite de l'OM contre... tu penses... Ah, pardon. Je savais pas que tu parlais de cette équipe-là. Mais du coup, oui, je crois qu'en gros, le Levski, vu qu'on parlait de ça tout à l'heure, désolé, je fais une petite digression. Les Levski, en étant champions de Bulgarie, ils sont sûrs d'être au moins en Conference League. Parce qu'en gros, s'ils perdent le tour de Ligue des Champions, ils sont reversés en Europa League. Et s'ils perdent ce tour d'Europa League, ils sont reversés, par contre, cette fois-ci, en Conference League et pas en tour préliminaire. C'est pour ça qu'ils sont considérés dans cette compétition Conference League. Voilà. Mais enfin bref, pour l'anecdote. Je peux pas m'empêcher de vouloir l'Europa, mais en vrai. Mais en fait, c'est ça. Je pense que vraiment, à mon avis, les gars, si on est en Europa, tout le monde sera content. Vraiment, t'auras de la thune, t'auras peut-être un mercato qui sera un peu plus ambitieux. Tu vas rêver en Europe. C'est le bon. C'est le bon. C'est vraiment le bon compromis. Mais ça va être dur d'aller la chercher. Et en fait, on est tellement dégoûté par la situation actuelle qu'on se dit, mais vas-y, on va aller où là? Donc, Europa ou rien. Moi, oui, je suis dans cette optique-là. Et respect à la Conférence League, hein, je veux pas lui manquer de respect ni rien. Et c'est sûr, je sais, il y en a qui vont me dire, au vu de l'histoire récente de l'OM, tu peux pas cracher sur la Conférence League, c'est une Coupe d'Europe. C'est vrai aussi, mais je sais pas, moi, j'ai du mal avec avec ça. La Conférence League, c'est bien pour les autres, en fait, pas pour nous. L'Europa, allez, on y va. Tu vois, on y va avec Monaco. Non, Monaco, on les aura doublés, ils seront en conférence. On y va avec nos bons vieux potes du Stade Rennais, avec l'OL qui aura fini quatrième et qui sera pas passé sera pas passé au tour préliminaire. Et voilà. C'est un format différent de 2022, mais vous avez kiffé. C'est pas les mêmes équipes. On avait kiffé en 2022. Il y avait des meilleures équipes. Ça a participé au fait de kiffer le truc, je pense. Et on a kiffé à la fin surtout. Mais vas-y, si on y est, on ira. Et voilà. En plus, avec la nouvelle formule d'Europa, t'es en quart facile. C'est ta place. En termes de taille, de rang, de tout ce que tu veux, c'est ta place, en vrai, l'Europa. Donc voilà. Enfin bref, là, c'est un scénario qui est hautement peu probable d'être. Enfin, non, c'est un scénario qui est probable, mais pas. Moi, en tout cas, je ne crois pas. Et je pense qu'on est beaucoup à pas y croire. Et alors, le scénario qui te met quatrième, les gars, parce que je vois, il y a Océane qui en parle dans le chat. Faut que Lille perde contre Monaco, possible. Mais du coup, tu auras toujours Monaco devant. Faut que Monaco perde contre Strasbourg à la fin. C'est technique ou fasse nul. Et faut que Lille fasse pas mieux qu'un nul contre Auxerre. C'est possible. Mais toi, prendre 6 points, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. C'est comme la Coupe de la Ligue, elle sert à rien, mais quand t'es en quart, demi, obligé de la prendre au sérieux. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu passes derrière le Chelsea Beef qui va la gagner, ça veut dire que l'OM est pas capable avec la conférence. Non, mais j'ai compris votre rapport à la conférence, on a à peu près le même. Donc voilà pour la fin de la saison. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut se dire sur l'OM là? La suite là, le directeur sportif, on n'a toujours pas de directeur sportif. Il y a des rumeurs par-ci par-là.
Bodmer a été cité, il veut pas venir. Lorenzi, ça parle de Lorenzi. Moi, j'aime bien l'idée, je pense que c'est la meilleure. Il y a Julien Fournier qui a été cité par Foot Mercato, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont annoncé sans rien dire. En vrai, est-ce qu'ils ont. Quand on regarde vraiment l'info, à part dire qu'il a eu rendez-vous, je pense que le cabinet qui est chargé de recruter le directeur sportif, je pense qu'il a fait plein de rendez-vous. J'espère. Donc, est-ce que ça veut dire quelque chose si Julien Fournier a eu son rendez-vous avec eux? On verra. Moi, j'ai pas envie de me prononcer sur les potentiels directeurs. Enfin, voilà. Là, les noms qu'on a entendus, même l'info du moment, l'info d'hier, c'est Julien Fournier. Mais j'ai pas envie de rentrer dans le truc où on discute de la rumeur Julien Fournier en mode il arrive. J'attends, je préfère attendre de voir ce qui se passe concrètement pour ce directeur sportif pour qu'ensuite on s'y intéresse. Ouais, ok, c'est bien, c'est pas bien. Fournier, je sais pas quoi en penser, de la vérité. Voilà, donc j'ai même, voilà, je sais pas. Fournier, je sais pas quoi en penser. Il y a un moment, j'avais entendu des trucs, je l'avais entendu parler, je me disais qu'il avait quand même une bonne vision du truc. Maintenant, sur le passif, qu'est-ce que ça vaut, je sais pas. Euh, voilà, dur de c'est un DS qui est quand même qui m'a l'air très réseau plus que boulot, scout, c'est le recrutement. Après, peut-être qu'il peut mieux s'entourer. Enfin, je sais pas où me positionner. Est-ce que c'est pas plus un espèce de président qui bosse bien plus qu'un directeur sportif? Ah, Fournier, je sais pas. Vraiment, là, pour l'instant, c'est je sais pas. Faudrait que je vois plus en détail. Sachant qu'il avait parlé de nouveaux investisseurs, mais là, il les a pas, à mon avis. Donc, Fournier, voilà. On aura le temps d'en discuter de Fournier si ça se confirme que ça peut être lui. Et à ce moment-là, on essaiera de s'intéresser plus en détail sur ce qu'il a fait, ce qu'il fait, sa vision, etc. Comme d'hab, hein. Comme quand il y a un joueur ou un coach qui arrive, hein, vous connaissez, hein, les previews, tout ce qui se passe. Euh, Mais voilà. Et comme le dit Kingolas, malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de disposer d'un Mathieu Louis-Jo dans ses rangs. Et oui. Et où était-il avant? C'est dingue, hein, quand même. Donc, on verra pour le directeur sportif. Maintenant, c'est vrai que le 5 mai, ça serait bien d'en avoir un. Après, je pense qu'on est dans la même position que pour les joueurs. T'es dans une situation où les mecs, ils ont besoin de savoir où ils vont. Et le directeur sportif, il se dit, ouais, je vais à l'OM, c'est bien, mais si je vais à l'OM sans Coupe d'Europe, ouais. Si je vais à l'OM en conférence, ouais. Si je vais à l'OM en Europa, ouais. Enfin, c'est à quel OM que je vais? Hein. Et du coup, à mon avis, ils ont aussi besoin de cette visibilité-là sur la suite, même si c'est moins impactant que pour un joueur. Mais il y a aussi ce côté-là. Donc, on verra. C'est vrai qu'il y a le frérot dans le chat qui a parlé aussi du directeur sportif de Bournemouth qui va partir. J'ai l'impression que c'est pas sur ce genre de profil qu'on ira. Et au vu des profils, mon choix, le choix que j'aimerais, maintenant je l'ai pas encore, faudrait qu'on en parle, on en parlera, c'est Lorenzi. Wow, Rafik, merci. Oh là. Rafik, s'il te plaît, faut arrêter les cadeaux. Merci beaucoup. Merci Rafik pour les 20 subs. Merci beaucoup mon frère. Et là, dans le lot, il y en a qui n'étaient pas abonnés. Et j'espère que après ces subs de Rafik, vous allez continuer le sub. Merci beaucoup mon frère. C'est vraiment. Rafik, c'est le boss ici en fait. Vous le savez. Je sais même pas quoi dire maintenant. Mais en tout cas, le 5 mai, on n'a pas de DS. On n'a pas de DS. Il n'y a pas de coach. Après, le coach, il viendra avec le DS. C'est peut-être mieux qu'on n'ait pas de coach avant le DS. La dernière fois que ça a eu lieu, les gars, je vous le rappelle pas, mais relou un peu, non? C'était relou un peu ce qui s'est passé. Rudy Garcia, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. C'est Rudy Garcia qui a participé aux entretiens avec Hero pour le recrutement du directeur sportif. Et du coup, Rudy Garcia avait choisi Zubizarreta. Voilà. Mais donc ouais. Donc voilà la suite, le directeur sportif, même le coach,
de qui on aurait envie. Après ça, c'est des discussions qu'on aura le temps d'avoir à la fin de la saison. Parce que cette saison, même si ça nous fait chier, elle n'est pas encore terminée. Elle n'est pas encore terminée, même si on est dans une situation, parce que là, on a parlé tout sauf de la situation actuelle, mais la situation, elle est catastrophique. Bay s'est complètement perdu. Lui qui avait une bonne vision du football, comme j'ai pu le dire dans la vidéo où je le présentais. Non, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'attrapent là-dessus. Que, en gros, moi, je voulais Bay. Alors, je voulais pas Bay, mais au moment où le choix Bay a été rendu public, oui, j'ai trouvé des trucs positifs et je me suis trompé parce qu'au final, ça arrive de se tromper. Mais c'était plus de la curiosité qu'autre chose. Et au final, je pense que ce qu'il a fait a eu raison des gens qui pouvaient peut-être être OK avec son arrivée. Comme c'est mon cas. Comme c'était mon cas. Mais voilà, et comme je dis, et Watchmaker, voilà, il comprend rien, lui. Il arrive, il dit, t'as osé vouloir Bay. Alors que je viens d'expliquer, hein, j'ai précisé le propos. Genre, j'ai dit, j'ai pas voulu Bay. Mais vas-y, c'est pas grave, tranquille. On passe à autre chose. Mais non, mais en plus, au-delà de ça, moi, Bay, ce qui m'a énervé sur tout ce qui s'est passé, c'est sa communication. Où déjà, quand au début tu dis j'ai pas envie de parler de mon prédécesseur, ok, c'est super positif, c'est bien. Mais quand au bout de 6 conférences de presse, tu dis bon, j'ai pas envie de cracher sur mon prédécesseur, mais moi je fais ça, au final, tu veux juste lui cracher dessus. J'ai pas aimé sa communication par rapport à ça. J'ai pas aimé le fait qu'il parle de. Il a promis des choses. Il a pas promis des choses, c'est vrai, il l'a dit, je peux rien promettre, etc. Mais il a beaucoup aimé parler d'intensité, de tout ce que tu veux, d'efforts, etc. Mais il a jamais eu le courage de mettre des 11 qui ont pour but de mettre de l'effort sur le terrain, de mettre de l'intensité. Voilà, et je pense qu'il s'est perdu dans son, dans son arrogance. Ce- Peut-être que c'est pas de l'arrogance, peut-être qu'il est juste sûr de lui, mais pour moi, je dirais que c'est de l'arrogance du consultant qui, voilà, comme un tweetos qui était persuadé qu'en gros, Deserbi faisait sous-performer cet effectif. Donc, du coup, moi, je suis un bon coach, je suis un bon consultant, je suis Habib Bey, j'ai des idées. T'inquiète pas, je sais ce qu'il faut faire et je vais réussir à faire performer cet effectif. Et je pense il a eu malheureusement l'arrogance de penser qu'il en était capable. Bah non. Du coup, je pense qu'il a pu voir de lui-même que bah, le matériel à dispo, peu importe ce qu'on en pense de pourquoi ils sont dans cet état-là, pourquoi ils sont à ce niveau-là, le matériel à dispo ne te permet pas de faire ce que tu pensais possible. Mais tu n'as même pas essayé de faire des choix forts qui vont à l'encontre de ces cadres, de tout ce que tu veux. T'as même pas essayé de faire ces choix forts de joueurs, d'efforts, de collectif, de courage pour aller chercher un truc cohérent. Comme par exemple, elle l'a fait Antoine Comparé. Je trouve que ce parallèle est grave bon pour ceux qui ont suivi un peu le Paris FC. Antoine Comparé, il arrive, il s'embrouille avec Maxime Lopez et deux, trois autres joueurs. Il te met des 11 de charbonneurs. Ça défend collectivement. Ça fait l'effort pour les autres. Ça se bagarre. Ça va chercher des points. Et petit à petit, ça réintègre les joueurs un peu moins. Qui avaient peut-être un peu moins le goût de l'effort. Et au final, il est allé dans la direction qu'il voulait. Alors que Bay, il a pensé que simplement dire suffisait pour faire. Mais non. Pourquoi ne pas avoir relancé Vermeuren au milieu si tu veux de l'intensité? J'ai pas compris. Même un Nadir. Nadi que t'as recruté, qui a pas des pieds de fou, mais vas-y, dans cet effectif qui en a, il y a eu peu de trucs compréhensifs, vraiment. Alors, le 11 à Lorient où tu mets un trio Gouiri, Aubameyang, Greenwood. Non, Greenwood. Alors les mecs qui te mettent le moins d'intensité possible devant. Avec Piston, Traoré, un milieu Abdelli Højbjerg et penser que du coup. Et en plus, la veille, il dit oui, je vais mettre de l'intensité, etc. Mais les choix, mais
C'est incompréhensible. J'avoue, j'ai fait une erreur, j'ai parlé de Comboiré sans dire coach. Enfin bref, moi, c'est toutes ces choses-là qui m'ont eu avec lui. Et je pense que ça a eu tout le monde, parce qu'au final, quand elle est arrivée, il y en a plein qui étaient soulagés. Et c'est normal d'en reparler de ces gens-là, qui étaient soulagés qu'il arrive, que des Herbi partent. Et ok, des Herbi, il a peut-être tort et tout, mais il y en a, vous êtes trompés, les gars, c'est pas grave, ça arrive. Mais je sais qu'il y en a plein dans le lot qui auraient préféré que des Herbi finissent, même s'ils l'aimaient pas. Et eux, pour le coup, c'est assez défendable. Quand il fait un débrief Ligue des Champions avant les matchs, ça aussi. C'était avant le match contre Lorient, non, Winnie, je crois. Oui, il te dit, oui, j'ai aimé ce qu'il nous a montré, le Real et le Bayern dans ce match. Habib, t'es plus sur Canal+, là, t'inquiète. Faut pas t'envoyer une pige. Donc ouais, après, à côté de ça, Habib Bey, tout ce qu'on peut penser de lui, moi, tu vois, là, quand j'explique ça, moi, je lui en veux tu vois, c'est de la communication, c'est ne pas avoir eu le courage de ses choix. Mais évidemment que le problème, il est plus profond. Que ça soit Bey, que ça soit un autre, le problème, il était plus profond. Voilà. Il faut pas croire que n'importe quel autre coach aurait tout changé. C'est de la naïveté. Là, par exemple, je vois Amine dans le chat qui dit, voilà, moi, je voulais dégager RDS pour prendre Aise. Pensez que dans cette saison-là, avec ces joueurs-là, avec ce qui s'est passé là, un simple Aise aurait fait de la magie, alors que lui-même, dans un contexte compliqué, sur cette même saison, on a vu que même pour lui, bah, ça pouvait être plus que compliqué, parce que des entraîneurs magiciens, ça existe dans l'imaginaire de certains, mais ça n'existe pas vraiment dans la réalité. C'est qu'à la fin, il y a quand même un matériel, il y a des joueurs, et c'est ça qui compte. Donc, voilà. Je pense que dans tous les cas, Bey ou un autre, la saison était pourrie pour plein de raisons. Et on le voit que, en fait, on voit tout ce qu'il y a, toutes les infos dont on est abreuvé à chaque fois, à chaque semaine et tout. On voit qu'il y a un problème qui est beaucoup plus profond que le simple niveau, Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est qu'il y a un contexte, un contexte de travail, une ambiance, un truc au sein du club qui est. Il y a rien qui va, en fait, que ce soit du président, du directeur sportif, les choses qui sont déroulées, tout ce que tu veux. Enfin, c'est. Penser que un simple coach aurait tout changé ou pas. Enfin, je pense que c'est naïf, vraiment, quand tu vois ce qui s'est passé. Et tout ce qu'on a eu comme info là-dessus. Cette saison, elle a été biaisée par par les égos. S'ils avaient eu le bon sens de serrer la main pour finir la saison et nos chemins ne se seraient pas, on aurait mieux fini. Ouais. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que peu importe le coach qu'on aurait pris, ça serait pas pire que Bay. Oui, non, mais ça. Oui. Certes. Mais est-ce que ça se joue là? Après, oui, tu me diras, oui, ça se joue là, parce que potentiellement, tu vas peut-être rater avec des champions à 4-5 points. Donc, oui, ça se joue à un choix un peu mieux, un choix un peu meilleur. Mais, enfin bref, trop de pression à l'OM, les dirigeants finissent par perdre les pédales et s'impatienter. Il faut aussi que les supporters laissent du temps. Jamais des Herbiers auraient dû partir. Ça, c'est un débat qui est très long, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont dire que oui, voilà, c'est lui qui est parti. C'est vrai aussi. Il y en a qui te diront fallait le retenir. C'est vrai aussi. Il y en a qui te diront ouais, mais ça n'a jamais été aussi calme le contexte à l'OM. Voilà, tu vois, j'anticipe ce que dit Abed par exemple. Les supporters ont rarement été aussi gentils. Ce qui est vrai aussi. Maintenant, moi, là-dessus, les gars, j'en ai déjà parlé et je le redis. C'est que je pense qu'il faut arrêter en 2026. Faut arrêter de seulement voir les supporters à travers les 60 000 qui sont au stade. Il y a pas, enfin, ça va au-delà de ça. On ironise en parlant de Twitter, des réseaux, tout ce que tu veux, mais ça fait partie du truc. À l'heure où tous les joueurs regardent les réseaux sociaux, tous les dirigeants regardent les réseaux sociaux, et je te parle des réseaux sociaux, il y a aussi les médias. Voilà, enfin, penser que c'est juste le Vélodrome qui siffle ou qui siffle pas, qui décide de la pression, je pense que c'est oublier une autre partie du problème. Voilà. Maintenant, peu importe qu'elle soit réelle ou pas, cette pression, dans tous les cas, les dirigeants, leur rôle, c'est de ne pas l'alimenter. Ça, et tout le monde est d'accord là-dessus, je pense. Voilà, il y en a qui diront oui, les supporters n'ont rien fait, c'est les dirigeants. Il y en a qui diront les supporters ont fait, mais dans tous les cas, c'est les dirigeants. Moi, je suis plutôt là-dedans.
Enfin, c'est pas pour dire les supporters ont fait. La pression, elle est là, elle existe, elle est immense. Et des fois, elle est pas forcément palpable au niveau audible, au niveau, tu vois, la pression, c'est aussi tout ce que tu représentes et peut-être que la pression, tu te la mets toute seule, mais elle est là. Tu vois, un joueur, quand il est au vélodrome et que les mecs, ils sifflent ou pas, ça reste le vélodrome. Donc, quand t'es pas prêt, t'es pas prêt. T'as les jambes qui tremblent, t'as les jambes qui tremblent. Des fois, t'as les jambes qui tremblent, même s'ils sifflent pas, les mecs. Donc, tu vois, c'est plus. Je pense que c'est plus profond que le simple. Non, mais les supporters, ils sont gentils, faut arrêter, tu vois. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que les dirigeants et tout le monde, même De Zerbi, il n'a pas eu une bonne relation avec les journalistes. Ça, Tamtoum, je pense que oui, t'as raison. Il était pas poteau avec les journalistes. Ils partiront pas en vacances ensemble. Ça, c'est vrai. Mais je pense pas que ça soit la relation avec De Zerbi qui ait poussé certaines, qui ait justifié certaines lignes éditoriales dans certains médias. Je pense que ça va plus loin que De Zerbi. C'est avec la direction sportive, c'est avec le club, c'est avec, tu vois, c'est pas vraiment, voilà, un entraîneur qui est pas aimé par les médias, c'est un classique. Hein. Bielsa, à l'époque, il avait pas une très bonne relation avec les journalistes non plus. C'est pas pour autant que ça a mis le feu comme ça, même s'il était très 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 critiqué. Unpopular opinion, mais retenir un coach qui veut partir de son gré, c'est le pire truc à faire. Alors, Isoka, on pourrait croire que tu as raison, mais il y a des exemples qui prouvent le contraire. Parce que dans plein de clubs en Ligue 1, il y a des entraîneurs qui ont voulu partir, qui ont été retenus. Donc, surtout que là, on parle d'un mec qui est fou. Il va se mentir. On parle des Zerbi, c'est un malade. Il est capable de dire ouais, je me barre et tout, mais peut-être que si au bout de 10 minutes tu le retiens, et, oh, c'est bon, j'avoue, vas-y. Ok, pardon, je me suis emballé, je reste. Peut-être, enfin, voilà, peut-être que si Højbjerg, qui s'embrouille avec des Zerbi, il avait vu que c'était vraiment réel, qu'il allait partir et que ça allait aller jusque-là, peut-être qu'il aurait tout fait pour dire non, mais coach, ok, on s'est embrouillé, mais reste s'il te plaît, peut-être que ça aurait tout arrangé. Enfin, des fois, ça joue à des détails, donc je sais pas, pareil, tu vois. Bon, c'est dire retenir un mec qui veut partir, je sais pas. Bah, dans tous les cas, tu l'as pas retenu. Est-ce que c'est parce que tu étais persuadé que n'importe qui allait faire mieux? Si c'est le cas, c'est une grave erreur de la part de la direction sportive. Voilà. Si c'est parce que t'as rien pu faire pour le retenir, bah ok, maintenant aussi, comment un directeur sportif qui a démissionné officiellement 2 semaines avant peut retenir, enfin pas officiellement, mais en tout cas il a démissionné auprès de sa direction 2 semaines avant, comment il peut retenir un entraîneur qui demande à partir? Comment un entraîneur qui sait que son directeur sportif, pour qui il est venu, a démissionné, peut rester? Voilà, je sais pas. Il y a aussi de ça, tu vois. Peut-être que De Zerbi, il pensait que Benatia allait partir parce que c'était un peu c'était un peu la dynamique et que du coup, il voulait, il pensait partir, mais pas forcément être le seul à partir. Peut-être ça, je sais pas. Ça fait penser à un truc qui s'est passé il y a quelques années, ça aussi. Enfin bref. En tout cas, on a eu tout ce qu'on pouvait avoir dans cette saison, même si c'est pas fini. Inch'Allah que la saison prochaine sera dans une autre mouture, comme disent les autres. Et maintenant, va se poser la question des joueurs. On fera un jeu garde-je vends prochainement, mais on fait quoi avec les joueurs? C'est qui reste, qui on veut bien garder. Moi, je pense qu'au-delà de ça, vraiment, malheureusement, il n'y en a pas un qui est intransférable. Tu vois, à l'époque, on aimait bien dire ça. Non, il est intransférable, tu vas construire sur lui. Il y a des joueurs dans cet effectif, ça serait bien de pouvoir construire sur eux. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il n'y a personne qui peut rester. Tout le monde peut partir. Tout le monde à vendre et tu gardes ceux qui n'ont pas eu de bonnes offres. Liwin, tout ça et ça. Non, après, là, je te dis pas ce que je veux à Lilou. Je te dis ce que je pense. Je pense que personne n'est intransférable. Moi aussi, j'aimerais bien garder Timber, vu qu'on parle de lui.
J'aimerais bien garder Paixão aussi. Il y en a d'autres, franchement, moi, il y en a d'autres que j'aimerais bien garder, on en parlera. Mais je pense que, par exemple, Timber, voilà, Timber, c'est un sujet. Timber, si, c'est un. T'es pas en Ligue des Champions. T'as eu plus de 100 millions de déficit sur l'année 2024-2025. T'as des gros salaires. T'as un propriétaire qui peut pas. Qui va pas. Qui a pas. On a l'impression qu'on dit ça depuis 10 ans, mais il n'a pas vocation à combler les trous chaque année. En tout cas, encore moins. S'il y a un club qui vient et qui propose 25 millions ou 20 millions sur Timber, je pense qu'il part. En fait, c'est aussi simple que ça pour moi. Et c'est celui que j'ai le plus envie de voir rester. Donc à partir de là, je pense que tout le monde peut partir. Je pense qu'il y en a 2-3 qui veulent pas partir et du coup intransférables. Je pense à Medina par exemple. Medina, il fait partie de ceux que je garde. Moi. Désolé de spoil. Je le garde. Hot take, on repart avec Balerdi sur un autre. C'est possible. À mon avis, tu vas essayer de le vendre. Mais s'il n'y a pas d'offre, tu vas pas. Même ça, comment faire sortir les joueurs, ça va être une vraie question. Comment tu vas le tout. Il y en a, ils sont durs à sortir. Hein. Il y en a qui vont revenir de près aussi. Benatia, il avait des défauts, mais il avait cette facilité à sortir les joueurs. J'espère que même s'il part, il est sous contrat pour sortir les joueurs encore. Donc, bon, voilà. Medina, je l'emmène à Merano avec Mandanda et c'est le Medina. Medina, il est gentil, mais le profil est relou dans la construction d'un Je peux comprendre. Maintenant, moi, je me suis fait la réflexion. Si un profil comme Medina est compliqué pour un entraîneur, c'est que l'entraîneur n'est pas un bon profil pour ce club. Même si oui, il a un profil particulier. Medina, c'est l'un des premiers que je dégage. Mais non, à ce point-là, So. Pourquoi? Il a dit qu'il aiderait sur ce mercato, je crois. Eh ben alors, Mehdi, on se sait, tu prends le mandat club sur tous les joueurs qui partent, tu te régales et c'est pour nous, ok? Mais tu nous débarrasses des mecs que t'as ramenés, s'il te plaît. Les grosses valeurs marchandes vont être vendues, je pense. Attends, ça peut être marrant de savoir c'est quoi ces grosses valeurs marchandes. Selon vous, c'est quoi? Allez, c'est quoi sans regarder, sans tricher? Pour vous, bon, le joueur qui vaut le plus cher à l'OM. Voilà, on sait, hein. Mais qui vient après? Genre, par exemple, c'est qui le top 3 après Greenwood? Timber, Guiri, Balerdi, Paixão, voire Guiri. Alors, Balerdi, il est plus loin. J'ai le Transfermarkt sous les yeux. Source Transfermarkt. Attends, les top 3, c'est... Ok. Timber, Guiri, Balerdi... Non, Balerdi, il est loin. Il est beaucoup plus loin. Merci Mac Merguez pour ton prime. Mais je vois qu'il n'y a pas de mois consécutif. Ah si, 30e, merci. Paixão, Timber, Guiri. Ouais, c'est ça. Paixão, c'est le deuxième. Bah, tu sais quoi, on va regarder. Après, t'as les prêts. Tu le comptes pas. Tu vois, Nwaneri, tu le comptes pas. Vermeuren, tu le comptes pas. Mais du coup, tu vois, t'as Paixão, Guiri, Timber. Après, t'as Aguerd. Après, je pense qu'il va prendre l'âge, il va baisser de valeur. T'as Wea. Højbjerg, qui a toujours une belle valeur. Medina, Balerdi. Après, t'as Traoré, Emerson. C'est quoi le sujet? Je sors du taf. Bah, t'as qu'à retourner au taf. On n'est pas là pour te. Je sais pas, t'as un écran, tu vois. Le sujet, bah, je sais pas, c'est peut-être le truc qui est à l'écran. C'est quoi? Ah, c'est un effectif d'un club de foot. Je crois que c'est l'OM. Voilà. Non, mais les mecs, ils sont obligés de dire qu'ils taffent. Ils sont obligés de se la péter comme ça. Sous-entendu, nous, on ne travaille pas, c'est ça? Pachao, pareil, si tu peux le vendre cet été. Pareil, tu vois, il a une valeur de 35 millions. S'il y a un club qui arrive et qui te propose 30-35 et que tu perds pas d'argent sur lui, Lorenzi, Fournier ou je sais pas qui, Hamid qui sera le directeur sportif de l'OM, il y en a pas un qui le garde. Hein. Emerson, le papillon originaire de l'effet papillon. Emerson, dans mon livre, c'est plus qu'un effet papillon. Il a sa responsabilité dans pas mal de choses, mais on en parlera en temps voulu. Merci Amine. Il pense pas à la charge mentale des streamers. Exactement. Gouiri à Tottenham, c'est bien. Gouiri, moi, je pense qu'il peut aller dans pas mal de clubs. S'il est fit et qu'il est prêt cet été, il peut aller dans pas mal de clubs. Avec la Coupe du Monde, en plus, il peut se montrer. Ismaël Koné, clause à 35 millions, t'en penses quoi? Bah, c'est l'Italie, ils ont des clauses comme ça maintenant.
connaît, il fait partie des joueurs pour qui il fallait avoir du temps, t'en as pas eu, donc tu peux avoir des regrets, ouais. C'est quoi euh... Paechao et Wea, c'est les gars que tu dois sortir cet été. Si tu leur donnes des responsabilités, l'an prochain, on va voir les limites. Ah, vous en pensez quoi de cet avis-là, les gars? C'est... Alors, Paechao, je suis pas d'accord avec ça, mais je vais développer. Wea, 100% d'accord. Merci Luchiro pour le sub. Ah, là, c'est un sub, c'est pas un prime, ça se respecte. Je vais très bien. Et toi, pourquoi t'as le sourire quand tu me parles comme ça? Le problème de Gouiri, c'est que son profil de professionnel commence un peu trop à se voir. Il arrive quelque part, se donne à fond 6 mois parce qu'il est motivé, puis il lâche. Alors, Pims, je sais pas si t'es Marseillais, mais cet avis-là, je l'ai vu tout à l'heure, même sur Twitter, et je trouve que c'est un avis. Et je trouve que c'est vraiment un avis d'un mec qui suit pas l'OM sur cette saison et la saison dernière. Parce que, ok, Gouiri, c'est un peu la simplicité de dire, ouais, Gouiri, c'est un mec qui fait 6 mois et il joue plus. Ok, ça a peut-être été le cas les saisons d'avant ou dans ses clubs précédents, mais à Marseille, c'est pas du tout le cas. Gouiri, sur ces 2 ans, il a été soit bon, soit blessé. Il n'a pas été soit bon, soit nul. Il a été soit bon, soit blessé. Et à chaque fois qu'il a joué, on a compris qu'il faisait pas le même sport que son concurrent. Donc, je suis pas d'accord. Mais voilà. Et après, Gouiri, il y a d'autres problèmes avec Gouiri. Et Gouiri, moi, je pense surtout qu'il a un profil de neuf qui peut intéresser des clubs. L'été dernier, c'est une réalité, ça a été confirmé. Je crois l'été dernier, tu as le Bayern qui a voulu le faire. Et toi, tu l'as pas vendu. Donc, je pense que par exemple, le Bayern, quand Kane il est blessé, ils n'ont pas forcément le profil qu'il faut derrière lui. Donc, ça m'étonnerait même pas que le Bayern, par exemple, il revienne sur un Gouiri. Il y a des clubs qui veulent des neufs. L'autre jour, on en parlait dans le jeu. Le Milan, ils veulent un neuf. Franchement, après Allegri, je pense que c'est pas trop le genre de profil de neuf qu'il veut, mais voilà. Moi, je pense que des clubs comme ça peuvent, à leur place, moi, c'est un joueur sur qui j'irais. Donc, il peut être demandé, donc il y a des chances qu'il parte si tu vas jusqu'au bout du raisonnement. Voilà. Gouiri dans le Müller rôle. Ah bah tu vois. Ouais. Comme c'est normal. C'est un cimetière pire que l'OM, le Milan. Le nombre de neufs passés, c'est. Ah, ça c'est autre chose. Moi je fais pas le SAV. Hein. Moi je te dis juste qui peut aller sur les. C'est pas ses perfs qui affectent sa désirabilité cet été, c'est l'historique de blessures pour un club comme le Bayern. Ouais, pour le coup, ouais, c'est peut-être le côté, ouais, il a eu une saison, là, il a quasiment pas joué parce qu'il s'est blessé, il s'est reblessé, re-reblessé. Bon, flemme, on va sur un autre joueur. C'est possible que ça se passe comme ça. Paechao, il est mis en avant par ses valeurs de courage et de combat. Si tu en fais ton joueur majeur offensif, il va nous exaspérer rapidement. C'est un joueur fait pour être ton 3e, 4e joueur offensif le plus important. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est pas parce que ça sera le joueur le plus cher de l'équipe qui est le plus qui a le plus enfin qui est resté le plus longtemps dans ton équipe qu'il aura ce statut là, même si tu vas sur des joueurs qui coûtent un peu moins cher, si c'est eux les premières, deuxième, troisième options, ils pourront toujours avoir ce rôle là. Moi je pense que Paechao, c'est le genre de joueur qu'il faut garder parce que c'est le genre de joueur qui est prêt à l'emploi pour n'importe quel coach. Il n'y a pas un coach qui arrive à l'OM, peu importe sa philosophie, il n'y a pas un coach qui arrive à l'OM qui voit Paechao qui dit lui j'en veux pas. C'est impossible. C'est impossible. À moins que ça soit un coach comptable qui se dit ah oui, vous pouvez m'avoir 30 millions pour lui, oui, je veux bien qu'il parte. Mais il y a un coach, selon son approche, il n'y en a pas un qui va dire ça. Donc du coup, avoir ce genre de joueur, parce que c'est un mec c'est un joueur moderne, hein, Paechao. C'est un ailier moderne. C'est pas le plus grand des dribbleurs, mais c'est un très bon joueur de collectif. Il fait énormément les efforts. Il peut te fermer de son côté très, très bien. Il est décisif. Il est fiable. C'est un. Voilà, son tort à Paechao, c'est d'avoir été acheté 35 millions par l'OM. C'est ça son tort. Mais si tu regardes que son profil sportif, c'est un mec qui peut jouer dans
dans tous les, comment dire, pas tous les systèmes, mais dans toutes les approches, il peut avoir un bon rôle. Donc, quand tu prends ça en compte, moi, je me dis que c'est un mec que tu dois garder. Mais c'est pas lui qui doit avoir le ballon tout le temps. Ça, oui. Tu nous vois pas aller chercher des joueurs meilleurs que tu nous vois aller chercher des joueurs meilleurs que lui. Je pense pas, moi, il sera de facto ton joueur clé. Ça, en fait, tout dépend de l'approche. C'est pas question de meilleur, mais en gros, si tu vas chercher des joueurs qui tiennent le ballon, bah, si t'as un ailier droit qui a besoin du ballon, mécaniquement, ton Paixão, il en aura plus, il en aura moins. Et s'il en a moins, il aura pas ce rôle-là qui te fait peur, toi. Il sera plus en bout de chaîne, voilà, quand ça renverse de l'autre côté, il finit. Je pense que c'est plus une question d'animation et de quels sont les profils qui sont ailleurs dans d'autres zones offensivement, plus que quel sera le statut du joueur. Voilà. Moi, je pense que c'est plus ça, Winit, si tu veux mon avis. Même si je comprends ton point. Il va aller plus haut que l'OM, remplaçant numéro 1 dans un top 10 européen, c'est crédible. Franchement, moi, je pense que oui. Vraiment. Et à un moment donné, il faut aussi voir c'est quoi l'offre et c'est quoi la demande. Je pense que la demande, elle est énorme pour ce genre de joueur. L'offre, elle est pas non plus dingue. Donc, il peut très bien se retrouver plus haut, clairement. Je suis complètement d'accord avec toi, comme c'est normal. Même si nous, on se dit, ah ouais, putain, 35. Et le problème, c'est que l'OM n'avait pas 1 milliard d'euros à dépenser cet été. Et l'OM a dépensé beaucoup d'argent dans l'argent qu'il avait sur ce joueur. C'est ça le problème. Mais le joueur en question, c'est pas un problème. Il peut retourner au Brésil, ils ont de l'argent. Ouais, ils mettent beaucoup d'argent pour les transferts, les clubs brésiliens maintenant. Enfin bref. Donc voilà pour l'OM. En vrai, on a bien parlé de l'OM sur tout et rien, la situation actuelle. Pour ceux qui ont pas tout vu, ça sera disponible en replay. Voilà. Et pour ceux qui regardent ça en replay, bah voilà, c'était disponible en replay. Donc j'espère que si vous êtes allé jusqu'au bout, que ça soit en podcast ou autre, vous envoyez votre like, etc., etc., etc.